le piège des voyageurs africains vers l'Europe, les dégâts que cause l'idéalisation sur les pays occidentaux, sur les jeunes africains. C'est de ça qu'on va parler. Et je vais parler de ça en évoquant quelques documentaires pour résumer à peu près ce piège que représente la fuite de la misère en Afrique pour venir dans les pays occidentaux chercher la vie, comme on dit, et les pièges qui nous attendent. Moi, quand je suis arrivée en Europe, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'arriver et d'être en situation régulière sur le sol européen. Mais une fois arrivée en Europe, ça ne s'est pas bien passé. Je me suis retrouvée dans un mariage où je n'étais pas bien, je n'étais pas heureuse. Bon, je n'étais pas maltraitée, mais j'ai été quand même victime une fois de violences conjugales et j'ai dû me sauver, me retrouver dans un foyer avec 2 enfants dans les bras. Et quand j'ai commencé à chercher ce qu'on appelle les moyens d'être autonome, j'ai été surprise par tous les pièges qui se présentaient à moi. Et parmi ces pièges, le piège de la prostitution. Comment il s'est présenté celui-là de piège? Il s'est présenté quand, cherchant du travail, j'ai commencé par pointer au niveau des journaux gratuits qu'il y avait à l'époque. J'ai remarqué qu'il y avait des gens qui postaient des annonces pour chercher des heures de ménage. J'ai décidé de faire pareil. Que ne fut ma surprise de constater que des personnes me contactaient pour, moyennant 200 € par heure, ils me proposaient de répondre au téléphone ou que j'allais faire que des photos nues, des choses comme ça. Une autre personne m'a proposé carrément de me loger. J'étais encore logée par un foyer d'accueil. Donc il m'a proposé donc de me loger dans un bel appartement en bordure de mer. Et je n'allais faire qu'une chose, répondre au téléphone 1 à 2 heures par jour et je n'allais pas payer de loyer. J'ai deviné ce que représentaient ces métiers, ces offres alléchantes pour un esprit naïf. Je ne connaissais pas la vie en Europe, je n'avais été avertie par personne, mais j'ai refusé de tomber dans ce qui semblait trop facile. J'ai préféré poursuivre ma recherche de travail. Alors au début, je faisais des CV alambiqués où je parlais de tout sauf de ce qu'il fallait dire. Et quand je recevais des réponses négatives, plutôt que de me dire, bon, c'est du racisme, je me suis questionnée sur comment devait être un bon CV et j'ai payé pour savoir comment on faisait les CV. J'ai œuvré en étant sympathique avec les personnes qui m'apprenaient à faire des CV pour qu'elles m'apprennent les bonnes méthodes pour savoir parler aux employeurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du travail en me faisant recruter pour un premier poste à l'hôpital. Et j'avais tout fait moi-même, toute seule, sans aucun mentor, sans aucun conseiller. Je me méfiais des mentors africains et je me méfiais des mentors du pays d'accueil occidentaux. Pourquoi? Parce que je ne savais pas qui me voulait du bien ou qui pouvait vraiment bien me conseiller. J'ai tâtonné et j'y suis arrivée. Pourquoi je parle de tout ça? Je parle de tout ça parce que quand beaucoup de gens viennent en Europe, ils ont des rêves dans la tête. Ils pensent que leur tata, leur oncle, leur tante, leur meilleur ami, leur soeur, leur frère vont leur dérouler le tapis rouge pour s'en sortir. Et bien des personnes se retrouvent ainsi mises sur les trottoirs de prostitution ou dans des petits boulots et on leur prend tout leur argent, on les exploite et ils sont mis en esclavage. La suite va être donc d'écouter les quelques reportages que j'ai apprêtés pour vous
pour comprendre que certains deviennent des proxénètes pour pédophiles, c'est-à-dire ils vont utiliser les enfants pour les confier aux pédophiles. D'autres vont se servir de leurs sœurs, de leurs frères dans des réseaux pour les faire venir et leur faire travailler beaucoup d'argent pour eux, pour faire des grandes maisons au pays et pour se faire une belle vie. Mais à quel prix? Moi, je dis souvent, c'est bien d'accuser les Occidentaux d'exploiter l'Afrique. C'est bien d'accuser les présidents, les gouvernements. Mais regardons ce que nous-mêmes faisons à nos frères, à nous-mêmes, pour de l'argent. Comment est-ce qu'on peut espérer que l'Afrique s'en sorte si on n'arrange pas chacun la dignité humaine qu'il y a à manifester à chaque être humain, à chacun de nos frères, de nos sœurs? Pour de l'argent, nous ne devons pas être prêts à faire n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y aura une partie où je vais faire intervenir une personne qui va parler des qualités qu'ont les enfants. Chaque enfant a un don, un talent. Il n'y a pas besoin de faire de la magie ou de croire à des rites ou à des je ne sais pas quoi pour croire en soi, pour aller puiser les capacités et pour travailler sur ses compétences. Quand vous arrivez en Europe, vous vous rendez compte que très très jeunes, des parents européens font confiance à leurs enfants, leur donnent des moyens pour s'en sortir dans la vie. Nous venons des contrées éloignées. Nous devons faire la même chose. Croire à notre jeunesse et retrousser les manches pour permettre que cette jeunesse puisse s'en sortir dans la vie. Mais pour cela, ça s'organise. Quand vous avez 40 enfants, 20 enfants, c'est normal que ce soit compliqué. Mais si vous avez déjà limité le nombre d'enfants, vous pouvez maintenant consacrer beaucoup d'efforts pour permettre à ceux que vous avez de se développer. La suite. I was like kind of lost. The moment I got there and I saw a lot of ladies from the beginning to the end of the street standing, and the feeling just came like something is about to go wrong in your life right now, like you've made the biggest mistake. It was very hard there in Libya. Why was it hard? It was hard because there is no way of going back, and your going back is risky, your going forward is still risky. Everything was just 50-50. Either you die or you live. It was very hard, but thanks to God that I'm still alive today. I have some friends that I met on the way. They did not get there. They did not get here. They died on the way in Libya, in the desert. I saw it. Even in the sea. I saw those things. So it's very hard. Betty est arrivée en Italie en 2015, au plus fort de la crise migratoire. Entre 2014 et 2016, près de 12 000 Nigérianes entrent dans le pays. La très grande majorité d'entre elles sont originaires de l'État d'Edo, au sud du Nigeria, en particulier de la ville de Benin City et de ses environs. Identifier ces femmes à leur arrivée a été longtemps compliqué pour les autorités italiennes, car la plupart d'entre elles, comme Betty, avaient reçu des instructions très strictes de la part de ceux qui ont organisé leur voyage. There was a number they gave to me that when I get here, I should call the number. That was the person I will be staying with. I said, okay. I called her. We arranged and everything. She said, okay, that I should not stay at the place they put me, that she's coming to take me to come and stay with her so that I will start the work. I said, okay. I was very happy. Then the morning she came, she said, now that I'm here, that now I need to pay her the money that she paid, bringing me down here. I said, you help me look for a job so that I will start working and I will give you your money. She said in Italy, they don't give black girls a job. The only job here that a black girl can do is to prostitute. After much quarreling and shouts and the threatening and everything, I have to, because I have nowhere to go. I don't know anybody. I don't know anything about this place. I don't know any law, nothing. I don't know. I was just new. I just know only her, yeah. I have to agree to what she said. And I started
prostituting outside there, giving her money. I worked for her for 2 years. Triambulatoire pour des problèmes liés aux effets du rite vaudou. Des insomnies, des accès de panique et d'anxiété qui découlent de ce rite qui a été fait avant de partir. Oriana Canavo est la directrice de l'association Pénélope. Outre un travail de rue intensif auprès des prostituées, elle gère un centre médical où les migrants peuvent se faire soigner gratuitement. Les liens créés ici lui permettent souvent de mettre le doigt sur des problématiques bien plus larges. Le paiement de la dette est un lien qui dure bien plus longtemps qu'on ne pense. D'abord, les jeunes femmes ont une dette très élevée, de 20, 30, parfois 50 000 euros. Ce sont des montants énormes. Et il n'y a pas que la dette, elles paient aussi leur loyer et même le lieu où elles se prostituent, pour 150, 200 euros par mois. Leur parcours devient du coup très, très, très long. Il a fallu un certain temps aux premières témoins de ce sordide trafic pour prendre la mesure de ce que subissaient ces femmes, craintives et peu loquaces. Nous avons contacté le Nigeria parce que la majorité des jeunes filles venaient du Nigeria. Nous avons demandé à un prêtre qui étudie à Rome et c'est lui qui nous a ouvert les yeux. Il a dit « Sachez qu'il y a un trafic de jeunes femmes nigérianes. Elles sont trompées. On leur promet un travail, une vie meilleure, et quand elles arrivent ici, elles sont victimes de la prostitution. » Ce constat, fait il y a plusieurs années déjà par les travailleurs de rue et raconté peu à peu par les victimes, a été confirmé plus tard par les enquêtes judiciaires. Plusieurs réseaux de trafiquants ont ainsi été démantelés à travers toute l'Italie. Il existe de véritables associations dont le but est de faire arriver le plus de victimes possible, le plus rapidement possible, pour gagner le plus d'argent possible. Et elles agissent vraiment en réseau entre le Nigeria et l'Italie. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des associations de type pyramidal? Il y a plusieurs manifestations de ce phénomène avec des associations diverses. Il peut y avoir un auteur isolé qui fait venir une jeune fille, investit pour la faire venir et qui ensuite l'exploite. Tout au plus en fait-il venir une deuxième, mais il s'agit d'une activité épisodique. Et puis il y a les auteurs qui agissent dans de véritables réseaux. Nous avons énormément de cas d'associations enracinées dans plusieurs régions du territoire italien qui unissent leurs forces sur le plan économique. Car il est évident que celui qui peut faire venir 10 victimes simultanément dans le même bateau, il lui sera alors plus facile de les prélever et de les expédier là où elles doivent aller. En Italie comme en Suisse, la partie émergente de ces réseaux est composée de femmes. Mais les récents coups de filet de la police antimafia en Sicile, réalisés grâce aux dénonciations des victimes, mais aussi aux témoignages de repentis, disent une autre histoire. Ce sont les hommes qui organisent le trafic et surtout qui encaissent l'argent. Les hommes s'occupent matériellement de l'arrivée des filles. Ils interagissent donc avec les passeurs libyens, organisent l'arrivée des filles, leur transfert, l'extraction de la structure d'accueil. Concrètement, ce sont cependant les femmes qui sont en contact avec les filles, qui les emmènent sur les trottoirs, qui parlent directement avec elles. Les hommes se contentent de toucher l'argent et d'organiser ce trafic. Ces hommes sont tous membres de gangs nigérians qu'on appelle confraternités. Des gangs de type mafieux, souvent très violents et rivaux, qui trempent aussi bien dans le trafic de drogue que dans la traite de femmes. Ils n'hésitent pas à menacer toute personne qui entrave leurs affaires. C'est ce qui est arrivé à cette médiatrice culturelle qui encourage les victimes de traite à dénoncer leurs trafiquants. Mes parents étaient pauvres, on n'avait pas assez d'argent. Je voulais les aider, c'est pour ça que je suis partie. Mais vu comment c'était là-bas, j'ai dû rentrer. La jeune femme est bien évasive sur les circonstances de son départ. Sa mère, Liliane, a accepté de nous en dire plus, même si la vérité n'est pas facile à dire. So, madame, do you know why your daughter went to Europe? I know. It's because of the hardship. That's why I sent her to that place. So you sent her there? I thought when she got to that place, she would get to work and be working so that you can be able to feed. I don't know when she get there. Not what we said, what we bargain here that they are going to do over there. I didn't know. What did they do to her? That is rough life. It's rough life that they used to do there.
she had to sell herself? Sell her body? Yes, and she refused. And now you regret it? Pardon? You regret that you Yes. sent? Yes. Who told you she would make money there? They used to tell me, I used to see other people, other children that went to that place, how they used to come back and have something. So I now decided to ask her to go. La parole des parents, des anciens est sacrée pour nous. Si un père te dit « tu dois », alors tu dois. Sinon tu risques d'être répudié, de ne plus être reconnu par ta famille. Donc ces jeunes filles ne sont pas seulement soumises au rite juju, elles sont également soumises à la famille. Elles sont piégées aussi bien par les trafiquants que par la famille. Qui vit ici? Les gens qui les ont construites ont fait de l'argent. Certains de manière correcte, d'autres par de mauvais moyens, en faisant des choses terribles. C'est quoi que vous appelez des choses terribles? Des choses interdites, la prostitution, la drogue, le vol. C'est ça qu'ils font là-bas. So we are here to ask you not to be deceived by anybody. How many of us want to go to Europe here after our school? Pour stopper ces trafics, des ONG comme celle-ci, constituées d'anciennes victimes, préfèrent s'adresser directement aux jeunes pour casser les mythes tenaces qu'ils entretiennent encore sur la vie en Europe. I was in a rush to make money because a lot of people are telling me that in abroad it's like they block money. It's not true. So I decided to follow them through the Libyan route. And that Libyan route is a suicide mission. We were raped. Even me standing before you, I was raped. I'm a victim. That is the kind of suffering, the kind of hardship we are going through in Libyan route. Dans les secteurs du tourisme ou de la restauration, qui sont des activités qui leur plaisent beaucoup. Ensuite, nous essayons de les insérer dans le monde du travail pour qu'elles décrochent un contrat qui leur permette de quitter le programme de protection et de vivre de façon autonome. Is to be a chef, an international chef. Cooking makes me happy, so doing it, I don't take it as a job. I take it that I'm doing something that makes me happy. Betty et ses compagnes font partie des chanceuses, car seuls 10% des victimes de traite en Italie obtiennent cette protection de l'État. En Suisse, pour Tara aussi, la vie a fini par changer, après presque un an sur le trottoir. A lot of things changed, a lot. Now I sleep at night. I'm comfortable. I'm okay. I go to school, I come back. I have a lot of things to do, more decent, as in a lot of decent things to do. Now I respect myself. Before I hated myself a lot. I didn't even have any respect for myself. I hated my body. Now I just feel like this is the life I was promised. Maybe I got it back. Maybe by fighting for it. Tara a fini par bénéficier d'un programme de prise en charge grâce à Astrée, l'association d'aide aux victimes de traite à Lausanne. Mais en Suisse, à la différence de l'Italie, les victimes doivent dénoncer leurs trafiquants pour obtenir la protection de l'État. Ça fait longtemps, hein? Les personnes que nous avons prises en charge ont pu obtenir des permis. Dans la plupart des cas, c'est des permis provisoires durant la procédure pénale. Ces permis ont été renouvelés parce que les procédures pénales durent quand même assez longtemps, mais on n'a aucune certitude qu'elles pourront rester en Suisse sur le long terme. Pour nous, c'est important qu'une victime puisse obtenir un permis qui lui permet de se rétablir et se réintégrer en Suisse, indépendamment de la participation à l'enquête pénale.